frontières de l'Europe, la Russie arctique offre une destination aventureuse méconnue. Le seul endroit sur la planète où l'Arctique, partout ailleurs difficilement accessible, est ici parcouru de routes et de pistes, en quantité exceptionnelle au-delà du cercle polaire. Ouverte pour les besoins d'une intense prospection minière et d'une histoire militaire dramatique. En septembre 2018, une poignée de voyageurs motorisés s'est regroupée pour relever le défi d'atteindre le cap Nemetsky, une sorte de cap Nord version russe et beaucoup plus sauvage, aux confins de la péninsule de Rybachyi et à l'accès soumis au bon vouloir des gardes frontières. Les départs ont été échelonnés pour tenir compte de la vitesse des véhicules. Les derniers à prendre la route sont Jean-Marc et Bernard. Avec Thierry, qui a déjà parcouru la Scandinavie, ils rattraperont successivement les 3 équipages partis avant. Après 2 longues journées de route, c'est en Lituanie qu'ils rejoignent Eliane et Xavier, qui parcourent le monde depuis des années, le plus souvent en compagnie de leur ami Christian. 2 jours plus tard, c'est l'entrée en Russie. Un autre monde, avec d'autres règles environnementales. Qui, apparemment, ne nuisent pas aux produits naturels. Ce soir, c'est festin de girolles. Bref passage à Veliki Novgorod, la plus ancienne ville russe et première capitale du pays. Monastère de Saint-Georges de Yuriev, à l'heure de l'office et du carillonneur. Au centre-ville, le Kremlin et son monument du millénaire en bronze, regroupant les personnages historiques de la nation russe, entre sa fondation au IXe siècle et son apogée au XIXe. Halte pour 2 courtes journées dans l'incontournable Saint-Pétersbourg, visité rapidement. Après avoir trouvé un camping confidentiel en banlieue au stade Kirovets, descente dans les profondeurs du superbe métro, aux décorations dédiées aux héros de la Grande Guerre patriotique et aux ouvriers des classes laborieuses. De retour en surface, promenade à pied sur l'avenue de la Neva, la célèbre Nevski Prospect, pour admirer le café Saint-Ger, l'église du Sauveur par le sang, le palais d'hiver qui abrite le musée de l'Ermitage. Le lendemain, promenade sur les canaux et la Neva. Et enfin, le panorama sur la ville depuis la colonnade de l'église Saint-Isaac. Le petit groupe reprend la route du nord pour contourner les lacs Ladoga et Onega, les 2 plus grands d'Europe. Proche du lac Ladoga, la forteresse de Staraya Ladoga surveillait la rivière Volkhov,
par où arrivaient les envahisseurs vikings puis suédois. Passage du fleuve Styr sur un gigantesque pont écluse, et plus loin sur un petit bac. Les rives du lac Onega abritent de nombreuses églises. Au sud, la plus remarquable se trouve à Gimreka. Petrozavodsk, dernier regroupement avec Jean-Michel et Christian, partis les premiers, et qui ont pris le ferry entre l'Allemagne et la Lettonie. Ils nous attendent au Nord Camping, établissement qui ne semble pas plaisanter avec l'hygiène. Nous y rencontrons la seule autre cliente du camping, une Française qui fait des recherches dans les musées régionaux russes. Séduite par notre programme, Clotilde se joint à nous pour quelques jours en apportant ses compétences d'interprète. Petrozavodsk est le port qui dessert l'île-musée de Kiji. Ce dimanche matin, croisière en compagnie des cadets d'une école militaire. La ligne est assurée par un survivant de la technologie soviétique, un hydrofoil Météor, qui nous transporte à 65 km/h et en peu plus d'une heure vers Kiji, dont les églises en bois et les maisons traditionnelles sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le groupe est au complet et l'aventure peut commencer. Septembre est le mois le plus favorable pour les couleurs d'automne et l'absence de moustiques. Nous traversons désormais la vaste région de Carélie, frontalière de la Finlande, où l'eau est omniprésente.
rivières, lacs et marécages composent les paysages. Nous nous enfonçons dans le labyrinthe des pistes qui traversent l'immensité de la forêt. Dans ce secteur, le sol marécageux ne permet pas de passage à gué et nous sommes totalement dépendants des ponts de fortune construits par les forestiers et les chasseurs. Les ponts les plus fragiles sont mis à rude épreuve par les 5 tonnes de l'Unimog. Mais là, il y a un problème. Les 2 chasseurs qui bivouaquent à côté nous proposent leur aide pour réparer le pont. Mais nous ne sommes pas certains de construire suffisamment solide pour l'Unimog. Demi-tour jusqu'au vieux pont de la rivière Souna, à cet endroit large comme un lac. C'est le coin favori de nombreux pêcheurs et nous choisissons d'y bivouaquer. Après avoir tenté d'attraper du poisson pour certains, explorer les lieux avant la tombée de la nuit pour les autres. Ce soir au bivouac, nous sortons pour la première fois les vêtements chauds. Retour sur la route M18 en direction de Mourmansk jusqu'à Belomorsk, où la chasse à l'ours est interdite. Et apparemment, la consigne est respectée, ce qui permet cette étonnante rencontre au bord de la route. Belomorsk est réputé pour le site de pétroglyphes de Zalavrouga. Dans un cadre naturel superbe, des dizaines de gravures décrivent la vie de nos ancêtres chasseurs, pêcheurs et même skieurs. Mais aussi et surtout leur animal favori, des rennes, grandeur nature. Encore quelques kilomètres jusqu'à un joli bivouac au bord de la mer Blanche. Toujours plus loin vers le nord, nous franchissons le cercle polaire, qui matérialise la limite au-delà de laquelle, pour au moins une journée, le soleil ne se lève pas en hiver et ne se couche pas en été. Le relief s'élève enfin à l'approche de la péninsule de Kola. Nous sommes au fond du golfe de Kandalaksha et nous suivons la côte des Terskis, colonisée dès le XIIe siècle par les vieux Russes, aussi appelés Pomors, qui préférèrent se marginaliser ici plutôt que d'adopter les nouveaux rites de la religion orthodoxe imposés par le tsar.
piste rapide nous conduit à Varzuga, célèbre pour être une des capitales mondiales de la pêche sportive du saumon. Réputé aussi pour ses églises du XVIIe siècle, placées sous l'autorité d'un pope typiquement russe. À l'extérieur, la statue du premier héros national, Alexander Nevsky. En traversant la forêt, nous atteignons une grande zone de dunes qui borde le fleuve Varzuga. Jusqu'au village de Kuzomen, perdu au bout des sables. Ces petits chevaux avaient été importés de Mongolie au début du siècle dernier, car ils sont les seuls capables de s'adapter au climat rigoureux. C'est le bout de la piste, mais pour les plus curieux, il est possible de traverser l'estuaire de la rivière Varzuga sur un bac artisanal. En septembre, c'est la récolte des nombreuses baies, myrtilles et surtout canneberges aux vertus médicinales. C'est aussi les derniers préparatifs pour les oiseaux migrateurs. Nous suivons le rivage jusqu'à un gisement d'améthyste où nous pouvons échanger quelques mots en anglais avec Alexei, sous-marinier dans la flotte du Nord, et Galina qui campe ici quelques jours pour prospecter. Ils offrent à chacun de nous une de leurs plus belles pierres en souvenir. Au cœur des monts Rybiny, qui culminent à 1100 mètres, la ville minière de Kirovsk est aussi la station de ski la plus proche de Moscou. C'est le début de la piste qui conduit au cœur du massif. Au refuge de Kuelpor, les visiteurs ont pour tradition de laisser une trace de leur passage.
plus loin, des lacs que l'on peut contourner en franchissant des gués que nous jugeons plus prudent de reconnaître à pied. Nous contournons le massif par la route pour rejoindre une autre ville, Revda, dépeuplée depuis l'arrêt de l'exploitation de sa mine. La piste qui conduit au sommet des monts Lozovero ne présente pas de difficultés. Mais les nuages arrivent au sommet avant nous et s'accrochent. Longtemps, très longtemps. Il faut redescendre et le soleil revient quand nous longeons la rive est du lac Umbozero. Nous ne sommes apparemment pas les seuls à suivre cette piste. Dans cette région où les pierres sont rares, mais les arbres innombrables, les pistes traversent les marais sur des troncs empilés et recouverts de sable qui a souvent été emporté par les crues de printemps. Alors que nous voulions remettre de l'ordre dans le convoi, Christian serre un peu trop le bas-côté marécageux et la sanction est immédiate. Et il était descendu loin. En fin de journée, nous bivouaquons au bord du lac, à côté d'un petit hameau de pêcheurs.
Ses habitants sont équipés de véhicules pittoresques. Comme cette moto tricycle modifiée pour traverser les marécages ou le lac quand la glace fond au printemps. Nous avons la chance de rencontrer Igor, Я Клотильда. contremaître dans une mine de la région et passionné de pêche et de voyage. Il est là pour 2 semaines de congé afin de capturer des saumons au filet quand il remonte vers la surface pour frayer. Dans sa cabane de trappeur, surchauffée comme c'est l'habitude en Russie, il nous offre le thé. Et un saumon pêché le matin même. C'est du saumon? La sauce. Du saumon, là. La sauce, c'est du saumon. Comment ne pas l'inviter à se joindre à nous pour le cuisiner immédiatement et le déguster ensemble pour prolonger la discussion. Première et seule gelée matinale du voyage. La piste suit l'ancienne voie ferrée de la mine de Revda. Quand elle est trop dégradée, il est moins difficile de rouler sur le ballast, surtout quand les ponts sont aussi peu rassurants. Dans les villages de l'Arctique, la vie quotidienne est restée rudimentaire. Et les déplacements nécessitent des véhicules surprenants. Passage sur le terrain de secours de la grande base aérienne abandonnée Dumbo Zero. L'occasion de décrasser un peu les moteurs pendant 3 km. Avant de retrouver la piste. Et les marécages. Dans ce secteur moins fréquenté, les arbres ont été posés dans l'axe de la piste. Ils sont moins porteurs et deviennent un véritable piège quand les troncs cassés remontent par-dessus les essieux. Impossible de reculer, et pas d'autre solution que de les couper pour se dégager sans casse. Heureusement, la main-d'œuvre est nombreuse, sportive et motivée. Pour être lavé, il y a pas de... Au nord de Mourmansk subsiste une demi-douzaine de zato, zones militaires strictement interdites aux étrangers.
le village de Teriberka est le seul accès officiellement autorisé à la mer de Barents, qui nous sépare de la banquise. Le port de pêche de Lodenoye est à l'abandon et la région survit en attendant la mise en exploitation d'un immense champ pétrolier offshore. Joli bivouac au bord d'un lac qui surplombe la mer. Le lendemain, promenade matinale et tonique dans un vent glacial. Petit détour par Teriberka, aujourd'hui réputé pour la pratique du kitesurf. Destination Mourmansk, la ville des héros. Car les habitants sont fiers de rappeler qu'ici, c'est le seul endroit où l'armée rouge n'a pas reculé pendant la Grande Guerre patriotique. Bien aidé, il est vrai, par le terrain très difficile et l'absence de voies de communication côté allemand. Mourmansk, qui compte encore près de 300 000 habitants, reste de très loin la plus grande ville établie au-delà du cercle polaire. Car grâce au Gulf Stream, la mer ne gèle jamais et permet le fonctionnement du port toute l'année. L'ancienne ligne de front est matérialisée par le grand mémorial de la vallée de la Gloire, où une vingtaine de milliers de noms sont inscrits sur l'immense pierre de granit noir. Aux alentours, des dizaines d'autres monuments plus modestes rappellent les sacrifices des soldats russes, responsables des plus lourdes pertes de l'Allemagne nazie. C'est à eux que nous devons notre liberté. Nous approchons du poste de contrôle des gardes-frontières de Titovka, où nous espérons obtenir l'autorisation verbale d'accéder à la péninsule de Rybachii, théoriquement soumise à une demande administrative longue et apparemment jamais accordée aux étrangers. Aujourd'hui, le planton est de bonne humeur, il parle anglais et son chef, joint par téléphone, nous accorde 2 jours sur la presqu'île. Bingo! Cet immense territoire est récemment devenu un parc naturel, préservant de magnifiques paysages de toundra où il est difficile de faire la différence entre les innombrables lacs d'eau douce et la mer de Barents. Mais la péninsule reste aussi le terrain d'exercice des troupes de marine, l'élite de l'armée russe. Ce soir, l'ambiance est à la fête pour célébrer notre réussite. Il subsiste de nombreux vestiges de la guerre froide, quand l'ex-Union soviétique avait abondamment militarisé cette zone, au contact direct de la Norvège et de l'OTAN. Casernes, résidences pour les familles de militaires sont à l'abandon,
et résiste mal aux attaques du climat arctique. Pendant la visite, nous sommes adoptés par un chien qui nous accompagne toute la matinée jusqu'à l'heure du repas. La végétation d'automne se prépare à disparaître dans une abondance de fruits et de couleurs. En septembre, les touristes sont rares et nous ne croisons que ce beau camion de voyage. Face à la frontière norvégienne, une batterie d'artillerie côtière qui protégeait l'accès au port de Pechenga. Plus loin, des militaires nous arrêtent pour un exercice bien réel. 3 km devant nous, la batterie de lance-roquettes BM-21 Grad, aperçue la veille, se prépare à un exercice, annoncé par un tir de réglage, suivi d'une salve complète qui disparaît dans les nuages bas avant de passer au-dessus de nos têtes. Puis le silence retombe. Il est vrai que nous sommes dans un parc naturel. Ces curieuses maisons-citernes servent de résidence de week-end pour les familles qui travaillent dans les mines des alentours. C'est aussi un petit musée qui réunit les vestiges des combats de la presqu'île.
Au pied des caractéristiques rochers des deux frères, une baleine achève de se décomposer sur la plage. Encore quelques kilomètres et nous apercevons enfin le phare du cap Nemetsky, qui en russe signifie le cap des Allemands. Avant de contourner les installations radars qui surveillent la Norvège, pour stationner nos voitures face à la mer de Barents. Nous sommes plus proches de la banquise qui se trouve à 800 km devant nous que de Saint-Pétersbourg. Nous avons enfin atteint un autre de nos bouts du monde.